Ça y est, c'est l'été et si tu écoutes Audace, c'est le moment parfait pour m'aider à le faire rayonner. Alors que ce soit un petit like, un commentaire, une note sur Spotify ou Apple Podcast, un partage en story ou un envoi direct à une amie, franchement tout ça m'aide. C'est du référencement organique et c'est grâce à ça que le podcast grandit, qu'il attire des invités d'exception et surtout qu'il continue d'exister. Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'Audace, c'est bien plus qu'un podcast pour moi. C'est un espace de création, c'est un espace de liberté et de transmission. J'y tends mon micro à des voix singulières, à des parcours, à des vécus, à des expertises qui, je l'espère, peuvent résonner avec toi. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi présente sur Instagram via audace.podcast où vous participez activement à la préparation des interviews. Vos questions nourrissent ainsi les échanges et mes invités vous répondent directement. Alors oui, je vais pas te mentir, j'ai besoin que ce podcast continue à grandir. Audace, c'est aussi une histoire familiale. Mon papa était journaliste radio. Ce média, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Je suis bercée par la radio depuis l'enfance. Et pour pouvoir y consacrer mon énergie et en faire un vrai projet de vie et ne pas devoir l'arrêter un jour faute de moyens, j'ai besoin de toi. Parce que peut-être, toi aussi, ce podcast t'apporte un petit peu de clarté, de force ou de douceur au bon moment. Merci de le soutenir, merci de me soutenir. Vraiment, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Neve de Saint-Val, entrepreneuse de 32 ans et cofondatrice de Boucan Studio. Dans cet épisode, Céline partage avec authenticité son parcours d'entrepreneuse, ses réflexions sur l'équilibre vie pro-vie perso, mais aussi la création d'une boîte à plusieurs et la gestion d'équipe. Elle nous parle aussi de son rapport au corps, à la santé mentale, au sport et à la maternité, plus particulièrement à la fameuse horloge biologique. Comme d'habitude, je vous propose un échange riche, incarné à l'image d'Audace, j'espère, sincère, sans filtre et profondément humain. Je suis Chloé Génico, podcasteuse belge. J'ai tout quitté pour créer ce média indépendant en reprenant le flambeau de mon papa qui lui était journaliste radio. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonjour Céline. Hello. Merci de m'accorder un peu de temps aujourd'hui. Merci à toi. Avec grand plaisir, je suis hyper contente de t'avoir sur le podcast. Il y a plusieurs sujets dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Donc pour faire un petit topo, tu me diras comment tu te sens par rapport à ça. J'aimerais qu'on évoque d'abord ton équilibre vie pro et perso et ta charge mentale. Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle du sport et de la place que ça a pour toi. Tu es une grande sportive et j'ai envie d'avoir ton avis sur le sport avec les plus et les moins. Le couple, parce qu'en off, tu m'as dit que tu sortais d'une séparation et qu'on a quasiment le même âge. T'es un peu plus jeune que moi, mais c'est vrai que la thématique sur la pression que les femmes peuvent sentir à 32 ans en étant célibataires et pas encore maman ou ne veulent jamais être maman, c'est aussi un point d'interrogation. J'aimerais que tu me donnes, toi, ton avis sincère par rapport à ça. Et enfin, pour finir l'épisode, j'aimerais que tu me parles de ton rapport au corps. Ok, nickel. Ça te paraît bien ? Ouais. C'est des sujets qui te parlent ? À fond. Ok, génial. Alors, avant toute chose, est-ce que je peux te demander, Céline, s'il te plaît, de te présenter dans les termes que tu veux ? Bien sûr. Donc, du coup, je m'appelle Céline. J'ai 32 ans. Je suis à mon compte. Donc, j'ai créé une boîte, là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Boucan Studio. Et donc, c'est une boîte spécialisée dans le branding et de création de contenu. À côté de ça, j'ai d'autres projets comme Sublab dans l'événementiel culturel. Et voilà, et je travaille ici au Mix où on est aujourd'hui. Je suis aussi prof de cycling en side project, donc voilà, j'ai un peu plusieurs petites casquettes. Oui, tu as beaucoup de casquettes. Boucan, j'adore le nom de cette boîte. Franchement, j'adore. Elle s'écrit B-O-U-K-A-N. Ouais. Pourquoi ce nom-là ? Alors à la base, je m'étais mis à mon compte solo et j'avais choisi ce nom-là parce que pour moi, c'est un bruit dissonant qui se fait entendre dans le brouhaha médiatique. Donc c'est l'idée un peu d'accompagner nos clients à comprendre ce qui les rend uniques et les traduire dans une identité, dans une communication un peu innovante. Donc j'aimais bien un peu cette idée de, voilà, on essaye de sortir un peu des codes et pour se faire remarquer. Et quand je me suis associée avec Quentin, finalement, on a cherché plein de noms, mais il y a beaucoup de noms qui existent déjà et ce nom-là résonnait aussi pour lui, donc on l'a gardé. Et Boucan avec un K parce qu'il existe déjà un Boucan avec un C, tout simplement. Et donc on s'était dit comme ça, il n'y a pas de confusion. Et donc Boucan avec un K. Ouais, je te rejoins, moi, Audace avec un O, parce que
AU de audace Oui. existait déjà, évidemment. Voilà. Et c'est trop marrant parce que j'appelle mes enfants, je les appelle mes petits boucans. Tu vois, donc à chaque Ah, fois, j'adore. c'est trop chou, mes petits boucans. Ben ouais, en effet, on les entend. Je rebondis dessus. Tu parles de ta boîte, tu parles d'association. Donc, est-ce qu'on peut directement jumper dans le premier sujet qui est charge mentale, équilibre vie pro et perso? Pourquoi t'être associé? Alors à la base, je cherchais pas à m'associer. Mhm. En fait, quand je suis sortie des études, j'ai directement créé un projet qui s'appelle Sublab, dont je parlais en événementiel culturel. Et je pense que j'avais pas la confiance en moi pour me lancer seule. Donc j'ai vite voulu trouver des gens pour être avec moi et créer un projet. Je pense que j'avais besoin de cette légitimité-là. Et c'est un projet qui a bien fonctionné, etc. Puis j'ai aussi travaillé dans la communication. Et donc, quand je suis revenue en Belgique, je me suis dit, allez, pour une fois, je vais essayer de croire en moi et lancer mon propre projet, seule. Je pense que j'avais besoin un peu de me dire que j'en étais capable et qu'en fait, j'avais une valeur seule. Mhm. Donc au départ, j'ai lancé ça toute seule. Ça a vite très bien fonctionné. Je revenais de 2 ans en Guadeloupe. Je pensais que j'aurais pas vite des clients. Et en fait, il y a vite eu le bouche à oreille et ça a vite fonctionné. Et je me suis vite sentie un peu débordée. Donc j'ai commencé à sous-traiter à des prestataires, à m'entourer un peu d'une équipe freelance, mais voilà. Et plus ou moins à ce moment-là, j'ai rencontré Quentin à une soirée en fait techno, un peu bourré, comme ça, genre inopinément. Puis il est venu me voir. Lui m'avait vu entre guillemets sur Instagram. Il aimait bien ce que je faisais. Lui, une formation vraiment de designer. Et puis au fur et à mesure, il a créé aussi sa boîte, mais solo, aussi en s'entourant de freelance. Et il m'a dit voilà, je suis chaud qu'on parle, machin. Et donc finalement, on s'est fait un petit call. Je commençais à collaborer avec lui. J'ai déjà eu plusieurs fois un peu des personnes avec qui j'ai pu travailler et puis je le sentais pas trop, etc. Donc je voulais pas directement m'associer, mais je lui ai dit on peut commencer à collaborer ensemble. Donc un peu dans l'ombre l'un de l'autre. Ses clients savaient pas que je bossais sur des projets et inversement. Et en fait, ça s'est trop bien passé. Donc après 6 mois de collaboration, on a décidé de créer une boîte ensemble. Et donc maintenant, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est associés. Et maintenant, je vois vraiment un peu l'évolution. Je pense que c'était, en termes de compétences, évidemment, il complète mes compétences. Tu peux les détailler? Donc, les tiennes et les siennes? Ouais, on est tous les deux des créatifs. Ouais. Donc c'est un peu, d'habitude, on a tendance à s'associer avec quelqu'un qui est vraiment à l'opposé. Moi, je suis plus directrice artistique, donc je vais avoir plein d'idées sur base d'une page blanche. J'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein aussi du coup de projets, de choses que j'ai envie de lancer. Mais je m'épuise dans l'élaboration, en fait. À un moment donné, j'ai déjà envie d'être à la nouvelle idée. Et Quentin, il me complète parce que du coup, sur base de mes idées, il va pouvoir les réaliser, notamment en design, par exemple. Je vais plus travailler des moodboards, commencer des pistes créatives, et lui va vraiment les affiner, aller dans le détail. Donc même si on est 2 créatifs, on intervient à des moments différents d'un projet. Donc ça, on l'a compris aussi en travaillant ensemble. Au début, en fait, on travaillait par client et pas spécialement par compétences. Ah, c'est ça. Donc, chacun a votre client et puis... oui, c'était pas toujours très cohérent. Okay. Et en fait, on a fait des tests de personnalité avec une coach business. Hyper intéressant. C'était trop intéressant. Vraiment, ça s'appelle Working Genius. Donc ça, je conseille à 200%. Et qui, du coup, en fonction de sa personnalité, elle évalue dans quel cheminement on arrive dans un projet. Est-ce qu'on est au début, au milieu, à la fin? Et c'est là qu'on a mieux compris un peu comment on pouvait se compléter et qu'on l'a appliqué à nos process de travail. Après, en dehors de ça, moi, je pense que surtout, j'avais besoin d'un soutien émotionnel, beaucoup plus que lui. Je pense que lui cherchait un peu un drive, des compétences, etc. à travers moi. Moi, je cherchais aussi quelqu'un, un bateau avec lequel mener le bateau, que quand ça va mal, qu'il y ait quelqu'un, que quand ça va bien, je puisse me réjouir avec quelqu'un. Et je sentais que cette charge mentale, mais aussi ce roller coaster de l'entrepreneuriat, il était dur à gérer seul, que je prenais très fort à cœur. En fait, comme ma boîte, c'était moi, j'imagine que tu as un peu pareil avec Audace. S'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est d'office ma faute. Maintenant, j'ai l'impression de construire quelque chose qui va au-delà de moi, à travers lui, mais aussi maintenant, on a un employé, on a d'autres personnes qui travaillent pour nous. Donc, la responsabilité, la charge, elle est partagée par l'équipe. Et donc, ça m'a permis de prendre une certaine distance, quoi. Boucan, c'est plus que moi. Maintenant, c'est une multitude de talents et de personnes, et c'est une charge aussi qui est partagée. Donc, je sais pas, symboliquement, ça m'a aussi aidé à prendre un peu plus de distance par rapport à mes émotions et toute la charge que ça peut être aussi de mener un projet. J'ai 2 questions qui me viennent quand je t'écoute. Est-ce que tu penses que, justement, cette légitimité dont tu parles, est typiquement féminin? Je pense qu'il y a de ça. C'est quand on a mené Sublab avec Lali, donc il y a vraiment, on faisait des soirées, etc. On n'était pas du genre à se mettre derrière le DJ, on n'était pas du genre à mettre des photos de nous sur nos réseaux sociaux, etc. Donc les gens ne savaient pas qui était Sublab. Et j'ai souvent remarqué que quand du coup finalement on allait à un rendez-vous, ils pouvaient être étonnés que ce soit deux femmes, qui plus est jeunes.
Et parfois, notre légitimité prenait un coup. On avait un DJ résident qui était Marius, et souvent les gens pensaient que Sublab c'était Marius. Alors maintenant il a rejoint l'équipe, mais bien après. Et donc il y avait un peu ce truc de, non, en fait c'est notre projet, c'est nous. J'avais un peu besoin de briller, je pense, inconsciemment. Après c'est volontaire. Au départ je me mettais en retrait. Mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi que je sois valorisée, de reconnaissance. Et donc, quand je me suis lancée à mon compte, c'était moi à 200%. Et bizarrement, après, j'avais besoin de partager ça aussi avec Quentin. D'ailleurs, on se met beaucoup plus en avant sur nos réseaux maintenant qu'on est à deux. C'est un exercice pas facile pour moi, mais je vois l'importance. En fait, les gens, des studios de design, il y en a plein, de branding, ils sont tout aussi bons que le nôtre. Je pense que ce que les gens viennent chercher, c'est un accompagnement, c'est aussi l'humain derrière. Et ça, on s'en est rendu compte. On a tous les deux une personnalité très fun, avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'écoute. Dans nos retours clients, c'est souvent ça qui revenait, quoi. C'est « Ah, merci, vous étiez là, vous étiez à l'écoute, etc. » Donc, on s'est rendu compte que nous mettre en avant, c'était aussi permettre finalement plus de clients, parce qu'ils viennent pour nous et pas que pour notre portfolio, en fait. Ouais, c'est aussi. Donc, voilà. On en parlait en off, de tout ce qui est personal branding. C'est vrai qu'on aime maintenant savoir qui sont... ces personnes derrière des belles boîtes ou des beaux projets, ça connecte. À fond. Ouais. Ma deuxième question était, c'est un peu hors cadre, mais est-ce que tu penses que le fait d'être deux peut te permettre de demander, d'asseoir tes prix aux clients ou de demander plus cher aux clients en disant, il y a une équipe derrière, tu vois, c'est pas juste moi en freelance qui fait ça vite fait sur le côté. Ouais. Alors je pense pas dans tes questionnements peut-être. Je pense que ça a joué plutôt aussi dans le fait, de nouveau, alors je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais quand je me suis associée avec Quentin a beaucoup joué sur l'augmentation de nos prix. Ouais. Même lui, par rapport à moi, il était « Ah, mais si, tu te sous-vends, quoi. Ouais. » Et en fait, je me rendais pas compte parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais, et parfois j'avais des projets qui venaient me contacter, qui étaient des petits projets, mais j'avais tellement envie de bosser pour eux, ou parce que c'était de l'associatif ou autre, que je réduisais, que je cutais, Et en fait, il était là « Non, ça a une valeur, ce que tu proposes. » Moi, je comptait aussi beaucoup mon temps. Il disait parfois c'est pas ton temps, c'est ce que tu apportes à la boîte. Et donc lui il m'a beaucoup challengé sur nos prix. Lui avant il faisait un peu plus des prix comme ça, un peu à la houlette entre guillemets. Il faisait des packs, alors que moi je calculais ligne par ligne, puisque je sais pas, à des formations professionnelles j'avais fait ça comme ça en agence. Et il était là, oublie pas la valeur de ce que tu apportes et pas juste le temps que tu mets à profit sur un projet, quoi. 100%. Et donc, il m'a bien boosté dans ça. Je pense qu'on s'est tous les deux nourris. Maintenant, nos prix sont et justes, et cohérents, et rentables. Ouais. Et donc, ça a été vraiment une réflexion ensemble. Et je me suis rendu compte que oui, il arrivait à vendre des budgets que moi, je ne vendais pas avant, parce qu'il avait une meilleure notion de la valeur que ça pouvait apporter aussi à nos clients, quoi. Tu recommanderais de s'associer ? Alors oui, je recommanderais. Et comment choisir la personne avec qui s'associer ? Ouais, sur une grosse question. Pas facile. Je pense que parce que du coup j'ai eu plusieurs associations, même si j'ai adoré aussi mes deux associés pour Sublab. Mais je pense que ça doit pas être par défaut. Je pense que d'abord, si on a envie de lancer un projet seul, il faut s'en sentir capable et il faut pas se dire je dois chercher quelqu'un absolument. Moi, je le disais dans un post sur LinkedIn, j'ai trouvé le bon associé quand je le cherchais pas. Je cherchais pas à m'associer et j'ai trouvé Quentin et ça s'est mis. Donc je pense que c'est déjà ça, c'est pas chercher à être légitime parce qu'on est avec d'autres personnes. Je pense qu'on est tout à fait capable de lancer un projet seul et avoir des freelances ou avoir des aides extérieures. Il y en a plein qui existent à Bruxelles gratuites pour nous aider. Donc ça c'est la première chose. Et je pense aussi par étapes. Avec Quentin, nous on a d'abord collaboré avant de signer une société, quoi. Donc on peut très bien travailler en deux freelance ou autre. Et donc vraiment se voir travailler ensemble, voir comment on fonctionne, et puis seulement s'associer. On a pris le temps en fait. Donc voilà. Après nous on a aussi fait un pacte d'associés. Oui, c'est très smart. Donc ça c'est une bonne chose intéressant. À faire. Franchement, avant c'est comme un contrat de mariage. C'est plutôt un contrat de divorce qu'on fait, mais on le fait, il faut le faire. C'est des bonnes questions à soulever. Et ça relève toutes les questions, alors que Quentin et moi on avait l'impression que c'était un peu un coup de foudre professionnel. Genre on est hyper alignés, on s'adore, c'est devenu mon meilleur ami. Enfin voilà. Donc on ne pensait pas qu'il y aurait des nœuds. Et le fait de faire ce pacte, on était là, ah oui, ok, et ça, tu vois comment les choses, etc. Et donc on voyait qu'il y avait des petites nuances, des envies un peu parfois différentes sur la vision, moi je me voyais bien aller à l'international. Quentin, il y a certains services qui voulaient peut-être moins faire, machin. Et donc ça a permis des discussions, même si on continue à faire évoluer les choses. Je trouve que c'était un bon exercice de mettre tout ça sur papier et de réfléchir à toutes les situations. Ouais, il y a plein de bons conseils. S'entourer, prendre du coaching. Moi, je me suis aussi posé la question de m'associer.
pareil pour ces questions de légitimité et de répartition de la pression, de la responsabilité, des charges, des coûts aussi. Mais en fait, j'ai pris une coach parce que je me suis dit, voilà, je préfère être seule au navire pour l'instant et puis on verra. Mais c'est des très bonnes questions et très bons conseils aussi pour le pack d'associés. C'est ça, la charte d'associés, le pack d'associés, comment tu le nommes. Est-ce que tu as senti à un moment donné que tu étais proche ou même que tu as été en burn-out? Est-ce que tu as remarqué des signaux d'alerte et comment tu t'en es sortie? J'imagine que cette association, ça en fait partie. Ouais. En fait, je pense que j'ai un besoin toujours d'occuper mon temps et de mener plein de projets. Et j'ai toujours envie de renouveau et j'ai toujours envie de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a fait peur à Quentin. Parce que quand on s'est rencontrés, j'avais déjà plein de projets. Et puis Julia, je vais faire prof de cycling. Et était là. Et en fait, j'avais toujours ce besoin de renouvellement, de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que c'est ça qui me nourrissait. Mais en fait, c'est ça aussi qui prenait tout simplement de mon temps. Je suis aussi la première à un niveau privé à aller venir aider pour les mariages, à faire, vu que je fais du design, à faire les cartons d'invitation, les machins. En fait, je me mets dans plein de projets, qu'ils soient privés ou pro. Et en fait, je m'oubliais un peu dans tout ça. Ça me nourrit, mais en même temps, j'avais plus vraiment de temps libre. Et tu parlais aussi d'argent, mais du coup, vu que je valorisais pas assez la valeur de ce que j'amenais aux gens, j'avais pas non plus beaucoup d'argent pour avoir du temps libre. Donc, je devais tout le temps l'occuper pour être rentable. Et à un moment donné, c'est posé cette question de choix, en fait. Choisir, c'est un peu renoncer. C'est très dur pour moi. Quand je lance un projet, j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie d'être dedans tout le temps. Au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, OK, maintenant, le choix de m'associer, le choix de, par exemple, le cycling, je donne qu'un cours semaine. Ce blab, j'ai beaucoup diminué ce que je fais pour ce projet-là. Donc, j'ai dû faire des choix, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était juste plus possible de tout mener de front. Et que je m'épuisais un peu dans tout ça. Et du coup, je devenais beaucoup moins heureuse et passionnée par ce que je faisais. J'étais un peu irritable. Oui. Anxieuse, stressée aussi par tout mener bien et en même temps, quoi. Oui, peut-être. Et je voyais l'impact sur les équipes, quoi. Je peux être quelqu'un de très positif et très motivé, mais quand j'en peux plus et quand le verre est plein, je peux être très... alors en rigolant, parfois on dit que je suis bad cop et lui, il est good cop. Et donc je pouvais, du coup, vu que j'avais moins de patience, être beaucoup plus irritable aussi avec mes équipes. Et donc ça n'allait pas pour personne, pour moi la première, mais aussi pour l'ambiance dans l'équipe. Et donc voilà, ça a été de faire un peu ces choix-là, raisonner d'un point de vue aussi financier et raisonner d'un point de vue, OK, avoir plus de temps pour moi et qu'est-ce qui me nourrit vraiment, qu'est-ce que j'aime. Et je reviens aussi à ce Working Genius. Quand on a fait ce test de personnalité, elle nous expliquait vraiment, du coup, qu'est-ce que dans mes projets, ça va me nourrir et donc que je vais le faire facilement et que ça va m'amener du bonheur. Et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir sur aussi les tâches un peu qu'on peut faire parce qu'on n'a pas le choix et de se dire, en fait, ça maintenant je sous-traite, quoi. Tant pis, je paye quelqu'un. Oui, j'ai pas de plus-value, c'est pas... Voilà. En fait, mon temps, il est précieux. Je vais le mettre à profit de ce que j'aime faire et de là où j'amène de la valeur aussi, que ce soit à mes clients ou à ma famille, voilà. Et tout ce qui me nourrit pas et qui du coup me met down, je vais commencer à sous-traiter et tant pis, je perds de l'argent, mais au moins je me retrouve un peu dans cet équilibre, quoi. Je te rejoins 100%. Dernière question concernant ton équilibre vie pro, vie perso. Comment tu structures tes semaines, tes journées, tes projets? Alors moi, j'ai adoré lire plein de livres sur optimiser son temps. Donc j'ai lu Avaler le crapaud, il y en a plusieurs comme ça. Parce que... et des fois que c'est une bonne technique. Moi, je l'applique. J'avoue que... Mais là, j'essaye à fond. J'adore ça. Donc, on met une tâche sur l'emploi du temps. C'est la seule tâche. Bien sûr, c'est pas la seule tâche que tu fais. En tout cas, c'est celle par laquelle tu commences et que tu dois finir. C'est ça. Et t'en mets une. Parce que si t'as un to-do de 20, moi, je perds la tête, honnêtement. Et Exactement. Et ça termine jamais. Voilà, et je pense que c'est même un truc perso aussi. Bien sûr. Et ça peut paraître con, ce genre de livre, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il y a eu beaucoup ça, organiser mes journées, mon attention. Donc, par exemple, voilà, mes collègues, ils savent qu'il ne faut surtout pas m'interrompre quand je suis dans le truc. Tu prends un rendez-vous dans mon agenda, même si on est l'un à côté de l'autre, tu prends un rendez-vous dans mon agenda. Mais si on vient m'interrompre et que je suis sur une tâche, etc., en fait, je ne m'en sors pas. Pareil avec tout ce qui est téléphone, WhatsApp, rendez-vous client, j'essaye de tout organiser. Donc, il y a eu beaucoup ça, l'optimisation de mon temps et de mes to-do et de comment les gérer, commencer par la tâche la plus importante. Parce que si après, du coup, ça te rend heureux, si tu as l'impression que ta journée, elle a été efficace. Il y a plein de choses comme ça où, en fait, c'est aussi la dopamine pour toi. Et l'autre chose, ça a été, surtout que nous, on est dans une entreprise de service et donc notre temps, c'est de l'argent. Et donc, c'est optimiser toutes les tâches qu'on peut ne pas faire ou on peut gagner du temps dessus. Donc ça, c'était aussi un autre livre, mais je me souviens pas, je le redirai si je le retrouverai. Mais par exemple, on a mis en place Calendly, tu vois.
En fait, tu gagnes du temps à Oui, pas ça coûte écrire 20 3 € mails. par mois, mais Voilà. t'as plus de ping-pong de mails. C'est une Exactement. Oui, mais j'ai la même. Et c'est con, mais quand tu as autant de rendez-vous que moi dans une semaine, je perdais du temps de fou à organiser des rendez-vous avec des gens. Et donc, toutes des petites choses comme ça. Là aussi, on bosse beaucoup sur notre CRM, sur plein de choses pour qu'en fait, mon temps il soit dédié à ce que j'aime, la création, et que tout le reste, l'organisation, l'optimisation de l'entreprise soit au top pour pas devoir gérer des bêtes choses en fait qui peuvent prendre beaucoup de temps, quoi. Donc, ouais. Super intéressant. J'avais une dernière question concernant, elle m'est venue quand on parlait. Comment tu fais pour faire descendre la pression? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Le sport. Me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quelqu'un avec beaucoup d'énergie, beaucoup de besoin de faire plein de choses et que du coup, j'arrivais pas à avoir, tu vois, vraiment un temps off. Tu sais, les personnes qui disent, ben, moi, je vais aller boire un café ou je vais prendre l'air ou quoi. Moi, j'arrive pas. Mon cerveau, il est tout le temps en train de penser à plein de choses. Et en fait, limite, j'arrive pas à profiter du moment. J'ai du mal parfois aussi à couper. Tandis que le sport, c'est le seul endroit où j'arrive vraiment à décharger. Je fais d'ailleurs beaucoup de sport assez intensif, quoi. Tu fais quoi? Je fais du crossfit, je fais de l'aerox, je fais du cycling indoor qui est quand même très cardio. Après, je fais aussi de la muscu et tout, mais j'ai beaucoup pris... par exemple, j'aime bien le pilates, mais ça me décharge pas. Okay. Je vais avoir un besoin de tout donner, de bien transpirer pour sentir que je vide ma tête. Donc ça, déjà, je me suis rendu compte qu'au départ, je pense que je l'ai peut-être fait un peu pour le corps, pour la santé, etc. Et maintenant, je le fais vraiment pour la tête, quoi. Je me rends compte que ça devient prioritaire. Bon, ici, maintenant, je suis à proximité du sport, donc c'est super simple. Tu travailles du mix? Ouais. Ok, t'es encore ici. Et ça, c'était un des meilleurs choix. C'est un investissement, mais hyper intéressant pour l'équilibre vie pro-vie perso. Clairement, pour ce besoin de sport. Je gagne un temps de fou. Les coworking à Bruxelles coûtent quasiment le même prix alors qu'il n'y a pas de sport. 100%. Donc bon, après, c'est pas toujours les mêmes structures, etc. Mais moi, ici, le bonheur, c'est de se dire, OK, sur mon temps de midi, je vais me faire un sport. Et en fait, j'ai pas perdu de temps. Et je reviens fraîche parce que je me suis vidé la tête sur mon temps de midi. Donc là, j'ai jamais fait autant de sport de ma vie, mais parce que c'est juste à côté et que ça me fait énormément de bien. Donc je pense Combien de séances tu fais par semaine? Je dirais 4-5, environ, ouais. Ok. Donc presque tous les jours. On jump sur le sujet sport, et moi souvent j'aime bien parler sport et alimentation et sommeil. Ouais. Je pourrais rajouter hormones aussi, tellement ça m'intéresse au niveau des hormones dans le sport. On n'en parle pas alors que c'est crucial. Hyper important. Hyper important. Dis-nous un peu toi, au niveau de ta diète, est-ce que tu en as une? Est-ce que tu as eu des moments où tu étais vraiment fixée sur la diète? Est-ce que tu as eu pas un rapport un peu anxiogène ou malsain avec la nourriture? Ou, comment tu décrirais, toi, ton rapport à la nourriture? Alors, mon rapport à la nourriture, il a été très compliqué, plus jeune, parce que quand j'étais petite, j'étais tout à fait normale, mais quand je suis tombée en adolescence, j'ai grandi très vite, donc j'étais plus grande que la moyenne. Céline, t'es énorme. Voilà, enfin, je suis aussi grande. T'es très grande, très mince, mais très grande. Et j'étais très grande, mais j'étais un peu ronde, et j'avais pas de forme féminine, donc j'étais un peu... je m'aimais pas du tout. Et à ce moment-là, ma mère avait arrêté de fumer, avait pris beaucoup de poids, et donc elle avait fait Weight Watchers. Ouais. Et donc tout le monde est passé, toute la famille est passée au Weight Watchers. Ouais, okay. Et grâce à elle et aussi au fait que j'étais pas bien dans ma peau, j'ai perdu du poids. Mais du coup, j'ai eu une conscience aussi beaucoup plus spécifique de ce que je mangeais. Et j'ai beaucoup gardé ça. Et surtout, j'adore cuisiner au jour d'aujourd'hui. Et donc, j'ai l'impression que quand t'aimes cuisiner, que t'aimes les produits, etc., du coup, de un, tu le fais pour ta santé, pour ton corps. J'ai gardé un peu ces habitudes de proportion. Et puis aussi, maintenant, avec le sport, je me suis rendu compte aussi que... donc moi, je suis flexitarienne, je ne mange pas beaucoup de viande. Okay. Et donc, il y avait aussi cette idée de se dire, OK, en fait, mon apport en protéines est peut-être pas suffisant par rapport à la charge de sport que je fais. Et aussi, du coup, peut-être des résultats que je pourrais avoir. Au niveau de performance, au niveau du corps, les résultats? Les deux. OK. Parce qu'au départ, beaucoup performance. J'ai fait l'Irox, le semi-marathon, des choses comme ça. Et je sentais, en fait, qu'il y avait des carences. Tu parlais de sommeil et de fatigue, je sentais que j'avais besoin de plus d'énergie. Mais après, globalement aussi, je fais du crossfit ou ce genre de choses. Et donc, du coup, je vois les poids que je peux prendre et je me dis, mais en fait, il faut que mon muscle les récupère, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je suis très curieuse. Je cuisine beaucoup et je suis très curieuse de trouver ces apports-là dans ma nourriture. Je pense aussi que quand on est entrepreneur et qu'on travaille beaucoup, il y a un peu ce besoin d'équilibre. J'ai beaucoup fait la fête pendant des années. Maintenant, je suis plus en mode matcha girl, la totale, pour garder en énergie et gérer autant le sport que ma santé mentale et le boulot, quoi. Tu penses que la fête, c'était un échappatoire?
Je pense que la fête, c'était un peu un cercle vicieux, parce que vu que je travaillais dans la fête, j'aimais, c'était l'âge où je sortais beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé la musique. Je suis une grande créative, donc j'adorais la musique, j'adorais les expos, etc. Donc c'est un milieu qui me nourrissait, mais c'est un milieu qui est devenu un peu nocif, parce que du coup, mes week-ends y passaient. J'y bossais, donc j'y trouvais pas toujours totalement le divertissement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un peu un switch de vie et que en fait ce bled c'était bien pendant un moment, mais ce bled n'est plus ce qu'il était. On fait beaucoup moins de soirées, on fait plus des expos par exemple. Enfin ça évolue aussi avec vous aussi. Hein. Voilà. Vous êtes avec plus notre âge. On va en parler d'âge. Voilà. Mais ok. Et donc le sport pour toi c'est vraiment important, c'est récréatif, c'est un défouloir. T'as toujours pratiqué une activité sportive? Oui, mais toujours très axé créatif. Donc avant je faisais beaucoup de la danse. J'ai fait énormément de danse quand j'étais jeune. Je faisais du théâtre et du chant et du dessin et voilà, c'était très artistique. Là où mes frères étaient beaucoup plus tennis, football. Et pourquoi tes parents étaient dans la créa aussi? Non, pas du tout. Donc ils moi j'étais un petit peu pas le mouton noir, mais oui, je suis la seule à avoir pris un parcours plus créatif. Donc j'ai toujours vu mon frère, il disait que j'étais gnocchou. Enfin tu vois, j'ai fait aussi des choix d'études. J'ai fait la com, mais en master j'avais pris du socioculturel. Là où mon frère a fait du droit. Donc j'avais vraiment un parcours un peu plus différent et en même temps conventionnel. Parce que j'ai fait beaucoup de trucs artistiques, mais j'ai jamais osé me dire, OK, je vais faire des études pour être actrice ou j'en sais rien. J'ai quand même fait la com, c'est globalement plutôt conventionnel. Je pense justement, il y avait un peu ce mélange des deux mondes. Moi qui aimais beaucoup l'art et une famille plus conventionnelle. Et donc du coup, j'étais, bon, la com, c'est le bon entre-deux. C'est ce que tu as créé aujourd'hui aussi. Tu es créative dans une structure assez corporate. Voilà, j'allais dire business, axé business. En tout cas, il y a quand même une volonté de faire l'argent. Oui. Enfin, il faut bien en vivre, je veux dire, ça doit être. C'est ça. Et en fait, je crois que j'étais un peu perdue dans les deux. Tu vois, je pense que ce blab, j'ai voulu faire totalement du créatif et en même temps, financièrement, c'était compliqué. Du coup, je m'épuisais parce que je le faisais par passion et tout le monde passait avant moi. On payait les artistes avant de se payer nous. On payait les structures, les machins. On voulait pas vendre les bières trop chères parce qu'il fallait que ce soit accessible à tout le monde. Mais moi, l'un dans l'autre, derrière, j'avais presque pas de salaire et en fait, je m'y retrouvais plus. Au départ, l'argent n'était pas du tout une motivation. Tu vois, c'était vraiment la passion. Et du coup, Boucan, pour moi, ça a été le bon entre-deux, en fait. J'arrive à en vivre correctement et en même temps, je peux travailler mon art, ma créativité tous les jours, quoi. Même si je rêvais peut-être avoir un parcours plus artistique, mais je pense que c'est encore plus audacieux et ça peut être compliqué. Et je pense aussi que je me suis jamais sentie assez bonne dans une discipline artistique. On y revient. Tu vois, problème de légitimité. Exactement. Tu vois, je fais un peu de photo, un peu de design. Mais j'ai fait, je te disais, de la danse, du chant, du machin. Mais je me suis jamais dit, OK, je vais être chanteuse. OK, je vais être danseuse professionnelle. Tu vois que la réussite te fait peur? Je sais pas si elle me fait peur, mais je pense que je suis très, très exigeante avec moi-même. Et que, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas une spécialiste. J'en avais fait un post aussi sur LinkedIn. Ça m'a pris beaucoup de temps à réaliser que je pouvais pas, que ma personnalité n'était pas spécialisée dans une voie. Et qu'en fait, mon bonheur était dans plein de choses. Tu vois. Et que du coup, quand tu veux faire plein de trucs, tu peux pas être la meilleure dans une discipline en particulier. Et c'est OK. Mais pendant longtemps, du coup, je m'en voulais de pas être la meilleure en photo, la meilleure en design ou autre. Et en fait, j'ai compris que mon talent était dans cette transversalité. J'arrive autant à faire du copy, de l'écriture, que j'arrive à faire de la photo. Est-ce que je suis meilleure qu'un photographe pro? Non. Mais du coup, j'ai une vision un peu plus transverselle. Et maintenant, je l'accepte à 32 ans. Mais au début, je tatinais plein de choses différentes, quoi. Ouais, je me retrouve beaucoup aussi, mais tu es très polyvalente. C'est vrai que c'est une qualité aussi à mettre en avant, mais c'est difficile quand on n'est pas sur une compétence. Un créneau, ouais, très juste. Ton sommeil, quel rapport tu as au sommeil? Alors, quel rapport j'ai au sommeil? Je pense que on parlait tout à l'heure, tu vois, de fête et de vie sociale. Moi, je suis vraiment un animal social, Quentin aussi d'ailleurs. Et donc, avant, c'était combiner une vie professionnelle bien remplie et une vie sociale très, très remplie. On parle de sport, mais il y a aussi, je fais la fête, j'ai tout le temps des restos, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de chance d'ailleurs d'être aussi entourée, mais du coup, ça passait aussi avant.
Et là, maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est de plus en plus dur de tout combiner. Donc, je suis beaucoup plus dans, ouais, je veux dormir mes 8 heures. Alors, c'est pas pour ça que je fais pas des écarts et que je sors pas encore. Là, je suis sortie à la Hongrie ce week-end, tu vois. T'as bien raison. Mais je me rends compte, et ça va de pair, je pense, avec l'alimentation et tout ça, que j'arrive moins bien à fonctionner si je pense pas à mon sommeil, à mon alimentation, et qu'en fait, du coup aussi, globalement, je vais être de meilleure humeur et mieux dans ma tête, dans mon corps. Donc, le sommeil est devenu beaucoup plus important, et aussi, du coup, l'hygiène de vie qui va avec, le fait de, tu vois, comme je le disais, avec ce blab, moins faire de soirées, moins être dans ce milieu nocturne qui pouvait, du coup, être un peu nocif aussi sur ma santé et mon sommeil. Où là, aujourd'hui, j'ai une vie beaucoup plus 9-17, enfin 9-18, tu vois, beaucoup plus cadrée. Structurée. Ouais, beaucoup plus saine. Tu traques ton sommeil, tes pas, combien de litres d'eau tu bois par jour, tu traques? Je traque plus. Ok. Au début, j'ai beaucoup traqué là, avec les montres. D'ailleurs, là, j'en ai pas. Moi, je suis la pire. Attendez, j'ose pas avouer ça, mais je suis la pire. J'en ai une qui est connectée à... Enfin, oui. J'ai une montre à ma cheville parce que je trouve... Mais non. Je trouve ça moche. Et ça marche quand tu la mets à ta cheville? Ça marche même mieux parce que c'est les bras, tu vois, c'est le mouvement des bras qui traquent. Enfin, mais bref. non, je savais Et donc, pas, c'est la pire honte. Moi, je la mets à ma cheville. Comme ça, je peux traquer mes pas. Ouais, je suis vraiment starvée. Et je trouve que c'est, tu vois, un peu trop massif sur le poignet d'une femme. Enfin, oui, c'est mes goûts. Elles sont pas très, non. Avec une tenue, je trouve que c'est un peu moins esthétique. Et donc, je la mets à ma cheville. Voilà. J'adore. Mais là, je viens de voir, j'adore. C'est la montre de mon mari parce que le bracelet est plus long. Bref, par la parenthèse. Donc, tu traquais et t'as arrêté cette addiction. En fait, je traquais parce que du coup, quand j'ai commencé à me mettre énormément dans le sport, et puis il y avait les 20 km, il y avait les petits objectifs comme ça, je trouvais ça hyper intéressant de traquer. Avec notamment Strava et ce genre de choses. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à avoir un rapport pas très sain avec ça. Ouais. Je me comparais beaucoup parce que du coup, par exemple, je fais beaucoup de sport, mais donc j'ai aussi créé un groupe de copines qui s'appelle la Crème Athlétique, où on fait du sport entre copines. C'est trop beau, canon. Il faut suivre sur Insta, c'est trop beau. Oui, on s'amuse bien et il y a vraiment cette ambition justement d'être inclusif et pour comparer à d'autres collectifs de sport, nous ici on est multisport. C'est porté par des femmes, même si c'est accessible aussi aux hommes, et c'est inclusif. Donc, on essaye toujours quand on fait des événements, avoir des options plus pour débutants, etc. Mais du coup, j'étais drivée aussi par ces femmes, dont certaines sont très, très sportives. La plupart sont très sportives, mais certaines même à haut niveau. Et du coup, j'étais un peu dans la comparaison, notamment sur la course, où moi, j'ai un pace qui est vraiment pas très rapide. Après, je m'entraîne pas énormément. Et du coup, j'ai commencé à ne plus trouver ce plaisir. Parce qu'en fait, finalement, en mettant ma montre, ça tombait sur Strava. Et puis, j'étais là, je fais du 6,30. C'est pareil. Et ça me paraissait nul. Alors que c'est tellement important de s'entraîner en low, en endurance basse, tu vois. Et même moi, quand je suis sur Strava, je me sens obligée de mettre en description genre séance endurance fondamentale en V2. Enfin, mais en fait, meuf, t'as pas à te justifier. En fait, tu cours comme tu veux, c'est pour toi. Mais bon... Strava et tout ça, c'est quand même super anxiogène, je trouve. Oui, et surtout quand tu commences alors c'est pas leur faute, mais quand tu commences à t'entourer, moi ici avec le mix de plein de personnes qui font des triathlons, des machins, etc. Donc j'ai que des publications, avec l'Irox aussi, avec des temps de ouf. Et moi je suis là, alors que je m'entraîne quand même 5 fois par semaine et que je suis quand même sportive, quoi. Cette surenchère de perf. Hein. Et c'est pas leur faute, ma faute. Enfin, non, bien sûr. C'est tard aussi. Hein. On était aux 10 000 pas par jour, maintenant on arrive aux 20 000 pas par jour. En fait, mais j'ai pas 3 heures pour marcher dans la journée. Donc, ça, c'est une surenchère qui est partout, j'ai l'impression. Oui, et qui, du coup, moi, me mettait mal, en fait. Et donc, j'ai commencé à me dire, en fait, moi, au départ, je courais évidemment pour me faire du bien mentalement, mais aussi parce que j'adore la nature. Et donc, j'adorais être dans des espaces verts. Et en fait, que je cours 5, 10 ou 15, j'essayais de me détacher de la montre. J'ai une coach aussi en trail qui m'a beaucoup appris à me détacher de ça. Ouais. Et en fait, j'ai jamais fait des perfs aussi bonnes grâce à ça. Ouais. Parce qu'en fait, on causait tout le long. On me dit, on court 1 heure, et on verra. Et donc, finalement, on courait beaucoup plus. Et donc, je terminais, on fait 16 km, j'avais jamais fait ça. Et je la regardais, je fais, mais c'est une blague. Elle dit, oui, c'est genre, t'es dans le moment présent, t'es pas dans ton pace, t'es pas dans ta trace, t'es juste en train de parler avec quelqu'un. On s'en fout de comment. Et c'est comme ça que je le faisais le mieux. Donc, j'ai commencé un peu à me détacher. Après, j'ai envie de me remettre, mais plutôt sur tout ce qui est musculation, un peu parce que là, je fais plein de cours différents et en fait, il n'y a pas spécialement de logique. Ouais. Donc ça, j'aimerais bien un peu retraquer un peu, quel exercice, où, pourquoi, comment, etc. Mais sur l'aspect, hydratation, tout ça, j'ai un peu laissé ma montre pour le moment. Mais plus pour moi, me recentrer sur moi et en fait, être fière de ce que je fais, peu importe le PS, etc. Très bon conseil. Moi, j'avais aussi laissé ma montre de côté pendant mes
J'ai eu 3 grossesses, mais j'ai fait une fausse couche. Mes 2 grossesses, mon postpartum, j'ai laissé vraiment ma montre de côté. Ouais. Après un Ironman, une prépa pour un Ironman où j'étais aussi tout le temps connectée. Et en fait, c'est besoin de nouveau de prouver, je sais pas même pas à qui. Mais Oui, et du coup, d'être un peu moins à l'écoute de ton corps, tout à tu fait, vois. S'il y a des 100%. fois, je faisais des PS de fou, je sais pas pourquoi, juste parce que j'arrivais à bien respirer. Ouais. Là, j'étais courir en Indonésie, il fait hyper humide. Donc, d'office, ton PS est moins bon. Et en fait, si t'es juste à l'écoute de ta montre et pas juste de tes signaux de ton corps, ben, en fait, tu t'es pas dans le bon. La séance est nulle et en fait, elle est hyper bonne parce que les conditions sont différentes. Exactement. Pour enchaîner avec le 3e sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est ta récente rupture. Donc, tu dis ce que tu as envie d'en dire. Et tu peux nous mettre un peu de contexte si tu veux nous expliquer l'histoire d'amour que tu as eue et comment c'est fini, pourquoi, et comment tu te sens aujourd'hui face à ça, à 32 ans, de nouveau entre guillemets, célibataire. Et voilà, l'horloge biologique qui avance, tout ça. C'est un sujet sympathique qu'on adore. Voilà. Écoute, oui, donc moi je suis restée pendant plus de 7 ans avec mon ex-compagnon. Très belle histoire, très belle relation, énorme coup de foudre. Et donc là, il y a 6 mois, ça s'est terminé. Pas dû à un drame, pas dû à une situation, une tromperie ou autre. Je pense que ça fait beaucoup réfléchir sur le fait qu'à 32 ans, tu es dans d'autres constructions. Tu as beaucoup de constructions sociales qui viennent influencer un peu ta lucidité sur l'issue de ce couple. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a pris du temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon couple. On a travaillé sur notre couple. Donc, on a été jusqu'au bout des choses pour essayer d'optimiser, d'améliorer notre relation. Mais je pense aussi qu'à 32 ans, parce que du coup, en 7 ans de relation, j'ai grandi aussi, lui aussi. Je pense que indirectement, on sait un peu plus ce qu'on veut, ce qu'on mérite, ce qu'on projette. Et ça m'a aussi amené finalement de me détacher de ces constructions sociales et de se dire en fait, je veux mon bonheur, je veux son bonheur et il n'est plus ensemble. Et du coup, d'essayer de se détacher de tout ça. C'est pas facile évidemment. Je pense que ma mère, elle projette évidemment que j'ai des enfants, le nombre de fois où elle me l'a insinué. Et ce que je comprends tout à fait, mon frère a 2 petites et je suis la prochaine sur la liste. Mais malheureusement, ces injonctions sociales, elles influencent aussi un peu sa vision. Et on a du mal à détacher le fait de se dire, OK, est-ce que c'est pas juste comme ça, en fait, après 7 ans de relation, il y a des choses qui se taissent, il y a la flamme qui est moins là, est-ce que c'est normal? Ou est-ce que j'ai droit à autre chose, j'ai droit à mieux? Est-ce que c'est ce que je veux? Et je pense qu'il y a eu vraiment ce tourment de questions qui n'était pas clair. Il y a eu aussi beaucoup de déni, de moments où en fait j'avançais dans tous mes projets, toutes mes passions, je me nourrissais de ça et que du coup je n'affrontais pas le problème. Et puis parfois il y a des révélations où on se dit que c'est plus OK et qu'en fait on fait plein de choses dans sa vie, notamment en étant entrepreneuse, on fait le saut on ose plein de choses et en fait dans son couple on met des œillères. Donc voilà, j'ai eu un peu un wake-up call à un moment donné où je me suis dit en fait je peux pas continuer comme ça, je préfère prendre le risque entre guillemets que les choses arrivent plus tard que rester dans une situation qui est inconfortable, quoi. Tu disais ta maman évoquait subtilement que peut-être elle voudrait être encore une fois grand-mère. Comment tu affrontais ces questions? Mais alors, je pense que c'est jamais malveillant, mais même avant cette relation-là, pendant longtemps, j'étais célibataire. Et pourtant, tu avais 25 ans, enfin. Oui. Tu vois. Donc ça va, mais j'ai pas eu 1000 relations, tu vois. Et que ce soit mon père ou ma mère, la première question, ou même quand il rencontrait mon père, je lui ferai un petit clin d'œil là, mais quand il rencontre des copines qui sont célibataires, c'est quoi les amours, quoi. Ça a toujours été comme si c'était un peu le truc important, et comme s'il construisait quelque chose autour de ça. Et du coup, avec moi aussi. Et même en rigolant, parfois, quand je venais tout le temps avec des copines, j'en disais peut-être que j'ai changé de bord, tu vois. Parce que ça m'agaçait, en fait, que ce soit tellement important pour eux que je sois accompagnée pour être heureuse. Oui, c'est ça. C'est peut-être ce qui projetait le couple au bonheur. Oui. Alors qu'on peut être heureuse seule. Exactement. C'est vrai que moi, pareil, j'ai ma sœur jumelle qui, elle, aime les femmes. Et c'est vrai que souvent, on me demande, alors, elle est en couple, tu vois. Je dis non, enfin, elle l'est pas actuellement, mais elle est heureuse, tu vois. Elle s'épanouit, c'est des choix aussi. C'est ça, comme si le couple, pour moi, n'est pas synonyme de réussite. Et de bonheur. Et de bonheur, même si, et pas que à travers eux, mais à travers aussi les constructions sociales, évidemment que moi, ça me faisait me poser des questions sur mon estime de moi, pourquoi j'arrive pas à me caser, pourquoi j'ai personne, pourquoi on veut pas de moi plus que... Bon, j'arrive à plaire, j'ai des petites histoires, mais j'avais pas toujours à me mettre en couple.
Et je pense du coup c'est pas toujours positif non plus parce que du coup j'ai fort cherché ça pendant longtemps. Ok. Personne avec qui me caser, etc. Et je pense du coup aussi ça n'a pas aidé à être clairvoyante aussi sur la fin parce que tu as ces constructions où tu te dis est-ce que je vais terminer seule avec des chats quoi. Enfin, c'est un peu, j'exagère le trait, mais tu vois, il y a un peu ce truc où toutes ces constructions de la réussite, c'est être en couple. À 32 ans, moi, toutes mes amies, elles construisent une maison, elles construisent leur couple, elles construisent une famille. Et moi, là, je déconstruis tout et je retourne à la case départ. C'est pas vraiment la logique, quoi, d'enlever tous ces fondements. Et en même temps, je savais que mon bonheur, il était ailleurs, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ces questions que j'imagine on doit te poser à demi-mot alors c'est pour quand les enfants ou est-ce que tu veux être mère ou qu'est-ce que tu dis? Ça pourrait peut-être aider des auditrices qui sont dans la même situation, soit qui veulent pas d'enfants par choix, soit qui actuellement n'ont pas encore trouvé le bon partenaire. Ouais. Moi, je me dis que, alors quand j'étais avec lui, je me projetais d'avoir des enfants. Et donc la question, quand mes parents ou d'autres personnes me posaient la question, en fait j'esquivais et je disais que ça allait arriver dans les quelques années. Maintenant que je suis célibataire, je me dis en fait ça doit pas être, comment dire, ça doit venir quand c'est le bon moment et pas quand ça nous est imposé par la société. Et je pense que maintenant il y a de plus en plus de langues qui se délient sur d'autres solutions. Il y a congélation l'adoption, il y a la congélation d'ovocytes. Moi c'est des choses que je compte envisager. Bon là j'ai 32 ans donc je me dis que j'ai peut-être encore 1 ou 2 ans avant de vraiment me poser la question. Parce que je pense que je veux avoir des enfants, enfin que j'aimerais avoir des enfants. Après, je pense qu'on veut un enfant quand on est aussi avec la bonne personne. Donc, pour le moment, il n'y a pas cette bonne personne. Donc, difficile de me projeter concrètement sur ça. Je pense que je voudrais être mère, mais avec la bonne personne. Donc on verra. Si tu avais une fille ou une nièce, enfin, tu as une nièce, je pense. Ouais, j'ai 2 petites nièces. Ouais, j'ai vu sur Insta, trop chou. C'est pour ça que pour moi, quand je vois, ça transpire l'amour et la maternité. Tu vois. Mais c'est vrai qu'en étant tati et marraine, ma sœur a la même chose. Je me rends compte, que j'adore. Enfin, je les adore à 200%. C'est un amour inconditionnel. Hein. Oui. Parce qu'on me demande souvent, et alors ta sœur? Et je dis, en fait, elle les aime plus que moi, je crois. Enfin, tu vois, elle est tellement, c'est tellement sans frein, sans barrière, c'est inconditionnel. Donc, à ces nièces là, si elles sont dans ta situation, alors quel discours tu voudrais leur transmettre? Oui, moi je leur dirais déjà d'avoir confiance en elles, parce que je pense que l'estime de soi est hyper important pour savoir, que ce soit avoir des enfants ou même de manière générale, trouver le bon partenaire, etc. Ça commence par s'aimer soi. Donc moi je suis la première à faire des conneries devant le miroir en disant « t'es trop belle » machin, tu vois. Go girl. Avec elle, parce que je pense que ça part de là en fait, ça part de l'image qu'on a de soi et en fait une fois qu'on est ancré et qu'on aime là où on est dans la vie, se pose moins la question de j'ai besoin de quelqu'un pour exister, que ce soit un partenaire ou j'ai besoin d'enfants pour être épanouie. Donc déjà ça. Je pense aussi que voilà, cette pression et cette charge sociale, en fait, elle n'est pas spécialement bonne et que les choses viendront quand elles viendront et comme elles viendront, que ce soit être maman très jeune ou être maman plus âgée. Donc voilà, j'espère que je serai aussi un modèle pour elles dans ça, d'entreprendre, d'avoir mené mes propres projets, d'avoir pris des chemins de vie qui n'étaient peut-être pas les plus simples, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, mais de quand même y arriver et je pense de traduire quand même un bonheur. Oui, tout à fait. Je suis assez alignée au jour d'aujourd'hui avec mes choix et avec tout ce que je fais. Et donc moi, je suis reconnaissante de ça et j'essaie de ne pas me poser de questions pour le reste. Quoi. À un moment, tu as hésité à faire un enfant avec lui pour faire taire en fait tous ces questionnements, pour arrêter... J'ai pas hésité parce que j'étais aussi au moment de la création de Boucan, etc. Et donc je m'étais dit, ok, pas optimal. Lui non plus n'avait pas spécialement envie d'avoir un enfant tout de suite. Par contre, ça n'a pas aidé dans la rupture plutôt. Pas spécialement le fait qu'on voulait un enfant, mais que je m'étais tellement projetée avec lui. On avait beaucoup parlé de projets d'avenir, pas spécialement enfant, mais maison, etc. On aurait pu acheter dans pas longtemps. Et du coup, déconstruire le rêve ou l'histoire ou l'imaginaire que j'avais projeté avec lui et personne d'autre, ça a été compliqué. De me dire, en fait, maintenant, je vais revivre pour moi-même, je vais avoir un autre imaginaire. Ça a influencé aussi mon choix de la rupture. Je pense que quand on rompt à 24 ans, c'est différent que quand on en a 32 ans et que ça fait 7 ans qu'on se projette avec une personne. Donc ça, c'était compliqué, Tes proches, comment tu aimes qu'elles viennent te parler de ça? Parce qu'on ne veut jamais être maladroit ou maladroite,
quand on va en parler avec moi je suis très, très cash avec mes amis, mais c'est... je réalise aussi que parfois, peut-être, je manque de tact, tu vois. Donc, comment toi, dans cette situation-là, tu aimes qu'on aborde le sujet ou qu'on n'en parle absolument pas? Par rapport à ma rupture? Par rapport à ta rupture et le fait d'être seule à 32 ans et, les incertitudes quant au fait potentiel d'être maman prochainement ou différemment. Alors, il y a un mix. Mes parents, je pense qu'ils ont compris que j'avais besoin de distance par rapport à ça. En fait, quand j'ai annoncé ma rupture, moi, j'ai réagi de manière très différente que mon ex-conjoint. C'est-à-dire, je me suis mis dans ma bulle, je l'ai dit à quasi personne. En fait, je pense que justement, toutes ces projections, j'avais pas envie. J'avais pas envie qu'on me donne, que j'ai un avis quelconque. Que t'as pas demandé. Même si je pense que peut-être la plupart auraient été bienveillants, hein, mais j'étais vraiment là en mode lockdown. J'avais besoin d'être un peu dans ma bulle, le temps de process. Et puis après, au fur et à mesure, j'en ai parlé, mais j'ai jamais eu, par exemple, de grosses discussions avec mes parents concernant cette rupture. Parce que je pense aussi que ça faisait longtemps que j'ai processé. Comme je disais, on a beaucoup travaillé sur notre couple, donc c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc voilà, et d'un point de vue de mes amis, moi mes amis c'est mes psys, donc pour le coup c'est l'inverse, j'en parle beaucoup avec elles. Et du coup elles ont aussi eu les étapes préliminaires, si tu veux, avant la rupture. Elles ont vu qu'on avait tous les deux donné aussi pour cette relation. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'aspect célibat, alors j'ai la chance, enfin je sais pas si j'ai la chance, mais j'ai pas énormément d'amis qui sont mamans ou, enfin il y a pas mal de mariages, etc., mais il n'y a pas encore beaucoup d'enfants. Et dans certaines amies qui sont mariées, il y en a qui sont pas encore prêtes non plus d'avoir des enfants, donc on a plutôt des débats communs malgré la situation qui est différente, où on le voit, hein, il y en a certaines qui se projettent pas d'avoir un enfant, alors qu'elles sont mariées, donc elles sentent déjà la pression, parce que c'est encore plus la logique que moi qui suis célibataire. Tout à fait. Donc c'est vraiment un sujet qu'on échange. Et puis aussi, je me suis involontairement beaucoup entourée d'amis célibataires ou dans la même situation que moi. Je te parlais de la crème. L'autre jour, je sais plus, quelqu'un me fait remarquer, il me dit, mais dans la crème, vous êtes toutes célibes. Et j'étais là, oui, en fait, on est toutes célibes. Et c'est pas vraiment volontaire, mais je pense que tu te tournes vers des personnes qui soit vivent la même chose, soit l'ont vécu, et qui du coup vont être un soutien et vont comprendre directement ce que tu traverses. Donc là, en ce moment, je me suis aussi beaucoup entourée de personnes qui sont dans la même situation. Ça m'aide à relativiser, à me dire, OK, je ne suis pas la dernière de 32 ans seule sur le marché. Et puis voilà, aussi, d'un point de vue train de vie, c'est quand même différent. C'est ce que j'allais dire, ils ont le temps, voilà. l'espace mental. Moi, j'adore, ce que vous faites, la crème et tout, je trouve ça génial. Enfin, limite, j'adorerais faire partie comme ça d'une communauté. Ouais. Je trouve ça génial, mais réalistiquement, avec les deux petits bouts, ton mari, tout ça... Il y a moins le temps. Oui. Pour finir, j'aimerais qu'on parle de ton rapport au corps. Donc, tu nous as dit que l'alimentation, ça avait été déjà un sujet dans le passé, durant l'adolescence. Moment charnière où on se construit. Hein. Donc, aujourd'hui, ton rapport au corps, aujourd'hui, quel est-il? Alors, mon rapport au corps, il est meilleur, mais il n'a jamais été super bon. Je pense que quand, comme tu dis, en préadolescence, en adolescence, il y a un peu un bug à ce moment-là, je pense que du coup, ça reste. J'ai eu des problèmes un peu de dysmorphophobie, je ne sais plus comment on dit, mais je ne me voyais pas du tout comme j'étais. Il y a eu une période où je mangeais presque rien et pourtant je me voyais ronde. Je me suis toujours vue comme imposante parce que je suis grande, parce que je ne suis pas non plus super fine. Et c'est quelque chose qui me dérangeait, j'avais envie de m'effacer. Pour ceux qui n'ont pas l'image, Céline est grande et très fine. C'est vrai que le trouble de dysmorphophobie, dysmorphologie est toujours là. Dysmorphie, je ne sais plus comment on dit, mais oui, non, tu es très grande et très fine. Ouais, t'as une mannequin, hein, franchement. Écoute, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte quand même, évidemment, surtout à travers le sport, etc., j'arrive beaucoup plus à m'accepter, mais je pense que c'est... consciemment, je me vois pas trop comme je suis et j'ai encore un peu du mal. Mais, inconsciemment, pardon, mais consciemment, j'essaye de m'aimer comme je suis au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est arrivé aussi avec le côté entrepreneuriat parce que je me suis dit, en fait, maintenant, je dois être out there, tu vois, je dois commencer à dire, je fais ça, venez bosser avec moi. Et donc, du coup, être beaucoup plus dans le personal branding, comme tu le disais, qui est quelque chose que j'avais complètement mis de côté. Et donc, me dire, OK, je dois m'exprimer, je dois me montrer, parce que du coup, d'un point de vue pro aussi, je vais mettre beaucoup plus de photos, ce genre de choses. Ça a été un peu un exercice pour avoir une meilleure estime de moi. Et j'aime bien un peu cette phrase, tu vois, fake it until you make it. Il y avait un peu cette idée de dire, OK, fais semblant que tu crois en toi, parce que si toi, tu crois pas en toi, personne va croire en toi. C'est vrai, tu vois, si tu te ramènes à un rendez-vous et que t'es là, t'es pas très bien, t'es pas à l'aise ou machin, pareil dans la drague ou dans plein de situations, si tu crois pas en toi, en fait, la personne en face va pas avoir envie de bosser avec toi ou va pas être intéressée par toi.
Et donc, j'essaye un peu d'être dans cette mouvance, de me dire, allez, en fait, c'est OK. Et donc, je mélange une partie de moi où je me mets beaucoup plus out there et je mélange ça avec beaucoup d'autodérision aussi. Je sais pas si t'as remarqué. Que ce Oui. soit sur mes réseaux ou même avec Boucan. Bah oui, avec Boucan, j'ai vu en tout cas la petite vidéo. Voilà. Ouais, On aime beaucoup rire de nous-mêmes parce qu'en fait, je pense qu'il y a une part de moi qui, comme j'aime pas trop ce truc de me mettre un peu en avant. Là. Voilà. Je suis là, en fait, OK, j'arrive à plus ou moins m'assumer, mais j'arrive aussi à me foutre de ma gueule, quoi. Je sais pas, je me retrouve un peu dans ce mélange d'entre deux et j'arrive du coup beaucoup plus à avoir une meilleure estime de moi. En tout cas, j'essaye, quoi. C'est ce que tu donnerais comme conseil, fake it until you make it, pour quelqu'un qui doute un peu de soi? Oui. Je pense, oui, déjà physiquement, je pense que c'est un peu osé. Moi, j'ai osé mettre des vêtements beaucoup plus sexy à certains moments, alors qu'avant, Et en fait, je pense qu'il y a un peu ce truc que tu embrace, quoi. T'es là, OK, je suis sexy, c'est pas grave, j'y vais, quoi. Et le cours de sport, je trouve aussi. Le fait d'y aller, tu vas voir la communauté, surtout l'Aerox. CrossFit, t'as quand même une communauté, tu vas. Bon, personne ne se juge, hein, c'est pas la mentalité, mais c'est vrai que ça demande aussi un petit peu de courage d'aller au cours. Et en fait, moi je trouve, en tout cas, quand tu lèves lourd, tu dépasses ce que tu pensais atteignable, etc., ça donne un boost de confiance. À fond. Oui, et puis tu vois des corps aussi tellement différents. Oui, c'est OK en fait. Il y a alors on en parle beaucoup aussi dans le milieu du crossfit, il y a une différence entre la force et le corps, et en fait, tu as des femmes rondes, mais qui vont prendre des poids de ouf, parce qu'en fait, elles ont blindé de muscles, en dessous, entre guillemets, du gras. Et donc, il y a un peu cette idée le corps ne veut pas spécialement dire santé, le corps ne veut pas spécialement dire force, et en fait, tu peux être très fier de toi autrement que juste avec une image. Mais aussi le fait qu'il t'ait vu make it, je pense d'un point de vue entrepreneuriat ou d'un point de vue développement personnel en fait dans la vie, de se dire OK, en fait il faut que je croie en moi, sinon je vais pas avancer. Tu vois, de faire aussi, tu vois, pour moi l'entrepreneuriat c'est être doer et c'est pas juste penser, c'est pas juste de dire j'ai plein d'idées machin. Non, en fait c'est de passer à l'action et tant pis si tu tombes, si tu échoues, si c'est pas top, tu recommences. Mais pour moi c'est vraiment ça la nuance entre une personne qui ne fait pas l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est celui qui a aussi plein d'idées, sûrement autant de bonnes idées qu'une autre personne, mais qui va les faire, en fait, qui va vraiment les tester. Parce que si tu passes pas à l'action, en fait, nombre de copines... tu rêves, en fait. Tu rêves, tu es pas dans le réel. Et en fait, tu fais tes stratégies et tes machins sur papier, et tu es là, oui, OK, mais en fait, tu fais jamais rien. Et en fait, vaut mieux faire à demi-mot et tester que ne pas faire, quoi. Tu n'es pas perfectionniste? Si, de base, totalement. Mais je pense que justement, l'entrepreneuriat m'a appris à me dire, OK, on essaye en fait. On essaye, on voit, on réajuste. Parce que tant que tu fais pas, tu n'arrives pas à te remettre, avoir un vrai feedback. Donc maintenant, moins. Mais par contre, j'ai ce challenge-là d'un point de vue management. Autant dans le faire des projets, j'arrive à tester, et voilà. Autant dans le fait de déléguer, d'apprendre à ne pas être... il faut être exigeante, hein, mais parfois j'étais très... micromanagement, à vraiment regarder, machin. Maintenant, je suis là, OK, en fait, je délègue, je montre et j'apprends à faire monter tout le monde en compétences plutôt qu'être dans la critique ou être dans l'exigence que je pouvais me faire à moi-même avec les autres, quoi. Oui, parce qu'être manager, c'est pas inné. Donc, on n'est pas... c'est des compétences que tu acquiers aussi et qui évoluent. Parce que, donc, est-ce que c'est un rôle difficile à prendre pour toi de manager les gens? Oui, pour moi, c'est le plus dur, hein, l'humain. Le plus dur, ouais. Alors que je suis un oiseau social et que je pense que tu irais parler à mes collègues, ils te diraient que tout se passe bien avec moi. Mais moi, dans l'autre sens, je trouve que c'est super dur. J'ai vraiment du mal à trouver le bon équilibre entre être, entre guillemets, l'ami de mes collègues ou de mon associé et en même temps pouvoir dire quand quelque chose me dérange. Déléguer, comme je le disais, j'ai eu l'habitude de bosser pour moi, pour mes trucs. Et donc, j'ai tendance à demander quelque chose et à attendre que ce soit aussi bien que ce que j'aurais fait plutôt que me dire... c'est peut-être pas aussi bien, mais c'est juste différent. Donc c'est aussi bien, c'est juste différent. Ou montre-lui comment toi t'as fait, plutôt que critiquer. Donc ça a été tout un process, alors que je suis pas méchante, hein, mais je me rendais compte que j'avais vraiment du mal. Et je pense que quand on crée aussi une boîte, c'est hyper important de monter en compétence ses équipes, être à l'écoute, comprendre qu'il y a d'autres manières de faire les choses et qu'elles sont toutes aussi bonnes. Et que tant mieux, en fait, si j'ai pas des copycats et que si j'ai pas de personnes qui me ressemblent pas. C'est ça qui va nourrir notre projet. 100%. Mais au début, j'avais pas conscience de ça. Donc, j'avais tendance à, même avec des prestataires, à déléguer. Si c'était pas ouf, j'étais OK, je vais faire moi-même. Et donc, laisse tomber, c'est bon, stop, arrête là. Oui, c'est ça. Pas avoir la tout. patience, alors que c'est important. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer?
On en a parlé pas mal. Hein. Oui, on a parlé pas mal. Je pense pratico-pratique, je dirais d'aller dans des incubateurs d'entreprise. On parlait de coaching et tout ça. Ouais. Là, il y en a plein. Moi, j'avais fait Start Lab, mais avant, pour Sublab, j'en avais fait un autre à Saint-Gilles. Là, on est au réseau Entreprendre. Ça, pour moi, ça a été, c'est un must, quoi. Parce que déjà, c'est gratuit. C'est financé par Bruxelles ou par d'autres initiatives. Et là, on va rencontrer du coup d'autres entrepreneurs, entrepreneuses. Donc, il y a vraiment cet aspect réseau aussi. Et il y a cet aspect coaching sur plein de sujets. Information. Donc ça, vraiment, ça aide. Surtout quand on est seul, on se sent vite seul dans l'entrepreneuriat. Donc là, au moins, on se sent entouré. Et après, je pense, je reviendrai sur ce que je disais, le fait de faire, en fait. Je pense que moi, j'ai plein d'amis qui sont un peu, je pense que c'est l'âge aussi, où parfois on se dit, je vais arrêter mon taf, je vais peut-être faire autre chose. Amis qui me parlent de plein d'idées. Et d'ailleurs, certains, ça me fait rire. Certains, ils disent, oui, mais je te dis pas tous mon idée, j'ai peur que quelqu'un me copie. Et en fait, je suis là, mais non, personne va te copier. Parce qu'en fait, entre le fait d'avoir une idée et la faire, il y a un monde, quoi. Donc, c'est vraiment, maintenant, teste ton truc et tant pis, en fait. On a cette mentalité, je crois, en Europe, de peur de l'échec, qui est beaucoup différente aux États-Unis, où ils font plein de trucs, et puis si ça tombe à l'eau, c'est pas grave. J'aimerais qu'on ait plus ça ici, en fait. Moi, Sublab, j'ai pas réussi à en vivre totalement, mais c'était la meilleure ligne sur mon CV pendant des années. Ah, t'as mené un projet, t'as fait des événements avec plus de 1000 personnes, machin, ça a été tout bénef. Donc, je regrette pas que ça n'ait pas été totalement une réussite financière, parce que ça m'a amené plein d'autres choses. Donc, autant faire et puis voir. Bien d'accord. Je pique cette question à Tim du podcast Donne le rythme. C'est une question que j'aime bien. Il dit, qu'est-ce qu'on pourrait te reprocher? Qu'est-ce qu'on pourrait me reprocher? Attends, celle-là, j'avais pas préparé. Je pense qu'on pourrait me reprocher ce côté un peu têtu que je peux avoir et que j'essaye d'optimiser. Là, je te parlais du good cop, bad cop tout à l'heure. J'ai un peu ce truc où quand je veux quelque chose, il faut que je l'ai tout de suite. Et mon père me disait souvent ça. Voilà, quand j'ai une idée en tête, je la garde, quoi. Ouais. Et je peux être un peu, du coup, chiante avec ça. Obsessionnelle? Ouais. Et parfois, du coup, je tempère pas. Je me dis pas est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour l'autre. Je suis un peu têtue. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire évoluer, notamment en m'associant, parce que ça fait partie du jeu, d'être à l'écoute de son avis, lui du mien, et de pas en fait rester sur ses positions en pensant qu'on a raison alors qu'on n'a pas toujours raison. Mais du coup, oui, je dirais ça, ce côté un peu têtu, que quand j'ai une idée, je veux aller jusqu'au bout. Et enfin, Céline, pour terminer, tu peux nous donner ta routine wellness, beauté? Ma routine wellness. Alors du coup, j'essaye maintenant d'intégrer des protéines, on en parlait tout à l'heure. C'est bien. Comment? Alors en poudre ou... Ouais, du coup en poudre. Ok. Sous forme de quoi? De snack ou vraiment poudre protéinée en shake, quoi? En shake. Ok. Ouais, donc le matin, ça va être un shake. J'aime bien commencer par du salé. Ouais. Alors je sais pas, j'ai lu des trucs un peu à gauche, à droite, mais qui disent qu'il faut commencer par du salé. C'est donc mieux. Souvent, je vais manger des œufs ou quelque chose de salé comme du fromage ou autre. Avant ton café? Après mon café, mais il paraît que c'est pas top non plus. Vraiment, il faut commencer avec un grand verre d'eau. Ouais. Voilà. D'abord J'ai de l'eau, aussi puis quelques manger, compléments. et puis le café. Puis Ouais, voilà. café matcha, enfin. Ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, protéines dans un shake, petit déjeuner plutôt salé. Je prends quelques compléments alimentaires aussi. Tu prends quoi? Je prends du magnésium, du zinc, de la vitamine B12. Mais ça, j'avais fait un test sanguin aussi pour voir un peu les carences. Vitamine B12 qui est aussi liée au fait que je mange pas beaucoup de viande, donc ça complémente. Oui, c'est ça. Fer. Ouais, le fer aussi. Je me fais en général des cures comme ça, puis je refais un check sanguin. Et puis sinon, bah oui, le sport globalement. Soit j'essaie de faire tôt le matin, soit à midi. Tu fais à jeun? Non, parce qu'en fait, comme je fais des choses très cardio, on m'a déconseillé aussi à jeun. Je pense que si tu fais peut-être un pilates ou un yoga, ça va. Ouais. Mais ça dépend de ton objectif. Mais si tu veux de la perf, c'est vrai que c'est mieux de le faire, d'avoir de l'énergie, quoi. Oui, c'est ça. Et puis j'ai aussi eu des problèmes d'intestin, etc. Donc pas top parce que ça va ronger dans ton intestin. En tout cas, c'est ce que j'essaie de En tout cas, tu te sens mieux en ayant mangé pour faire ta séance. Ouais, voilà, je pense, globalement. Ok, donc parfois tu fais ton sport avant de commencer à bosser. Ouais. Moi, je suis curieuse. Moi, j'aime tous les détails pour vraiment voir comment les entrepreneurs fonctionnent. Tu commences à bosser, donc j'imagine que c'est un peu ton deep work à ce moment-là. Il faut pas t'ennuyer. Pas de rendez-vous le matin, moi. Ouais. C'est le seul moment où j'essaie d'être dans ma bulle, ouais. Et puis midi, tu prends un lunch?
Midi, je prends un lunch, donc on mange souvent ici en équipe. Soit on mange au Joule, soit je fais mon lunch, ça dépend un petit peu. Soit on a un rendez-vous client, on mange avec un client. Globalement, on essaie de manger sainement aussi, mais pas de ligne directrice spécifique, je dirais. Meeting l'après-midi? Souvent, ouais, les rendez-vous, c'est souvent l'après-midi. Tu fais à quelle heure? 8-18? Ça dépend. Ça dépend. C'est au feeling, quoi. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Si je commence très tôt, parfois je termine un peu plus tôt. Je me laisse quand même pas mal de liberté. Quentin aussi, ça c'était aussi quelque chose qu'on s'était dit en s'associant. En fait, quand t'es à ton compte seul, tu fais tes horaires, tu fais tes trucs, mais quand t'es à deux, il faut que ce soit fair play. Quentin est plus matinal que moi j'habite plus loin, machin. Et donc on est assez libre. Il y a des fois où on va rester beaucoup plus tard et bosser à deux, et des fois où je vais partir plus tôt. Je suis assez variable. Et ton cours de cycling, tu le donnes en soirée? Et mon cours de cycling, maintenant, je le donne le jeudi matin à 7h15. Bien. Et avant, je le donnais le dimanche soir à 17h. Donc, ça dépend un peu. Tu t'entraînes plus le soir? Et si parfois, je vais avoir un cours le matin, parfois, je vais prendre un cours le soir. Ok. Donc, ouais. Ça t'empêche pas de dormir, quoi. T'as pas l'endorphine qui kick à mort et que non. Tu fais pas des insomnies. Moi, j'ai plutôt l'inverse. Ça t'apaise. Ça m'apaise, quoi. Quand j'ai fait un bon sport, après, ouais. Ok. Donc, voilà. Et avec le mix, c'est vrai que j'ai l'opportunité de... J'ai pas besoin, enfin tu vois, j'ai pas des cours récurrents. Je m'inscris en fonction un peu de mes dispos, de mes rendez-vous clients. Donc je fais plein de trucs différents chaque semaine. Au niveau de la beauté, est-ce que tu as des produits chouchous à nous partager? Ouais, alors moi je suis une grande fan de Aromazone. Ouais. J'ai jamais utilisé. Ah oui? Non. En gros, moi, je suis très bobo bio, naturel, etc. Donc, je mange beaucoup bio. Tu vois, je suis très aspect santé aussi sur ce niveau-là. Et du coup, j'étais tombée sur un compte d'une femme qui comparait des produits esthétiques avec leur équivalent, en fait, beaucoup mieux naturel, clean, etc. Ouais. Clean. Et Aromazone revenait souvent. Ouais. Parce qu'avant, j'étais chez Typologie, ce genre de choses, qui coûtent 10 fois le prix de Aromazone. Et donc maintenant, toute ma routine est chez Aromazone. Et globalement, le matin, ça va être de l'acide hyaluronique, une crème. C'est assez light, hein, quelque chose en dessous des yeux. Et le soir, ça va être très hydratant, parce que j'ai une peau assez sèche. Pas de rétinol, pas de crème solaire? Si, rétinol, crème solaire, Isdin, qui est une marque avec laquelle on collabore. Très bonne marque. Très bonne marque. Et ils ont une petite crème d'ailleurs un peu teintée comme ça. Donc trop bien, ça te fait un peu un faux fond de teint. Mais du coup léger, donc ça, celle-là je l'adore. Quoi. Donc ça oui, pour les petites rides là qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et le soir, beaucoup d'huile, rétinol, enfin beaucoup d'huile grasse. Ouais, pour bien hydrater. Tu fais attention au soleil? Globalement, j'adore bronzer, ouais, donc bof. Ça ne m'étonne pas. Mais j'ai mais du coup oui, je mets quand même de la 50, mais là je reviens de 2 semaines en Indonésie, autant dire que t'es allée et tout, tu te refais, je veux dire, j'ai fait la crêpe, ouais. T'as un look de surfeuse, tu vois? Ah oui? Ouais, très belle. C'est marrant, on me le dit souvent alors que je suis super nulle en surf. Ouais, je sais pas, t'as le look, mais oui, j'ai essayé. Mon ex d'ailleurs est très bon en surf, et puis j'ai vécu en Guadeloupe où il y a beaucoup de surf. J'ai beaucoup essayé, mais je suis vraiment nulle en surf, et je trouve que c'est un sport très dur et très ingrat. Donc quand tu commences à 30 ans, c'est un peu compliqué. Mais oui, j'ai peut-être le look, c'est un peu une fraude. Oh, c'est trop beau. Écoute, merci beaucoup Céline, merci pour tout, merci pour ta franchise. Merci à toi Chloé, c'était trop chouette. Merci de m'avoir accueillie. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Céline, cofondatrice de Boucan Studio. Si cet échange t'a inspiré, pense à le partager, à lui mettre 5 étoiles ou à en parler autour de toi. C'est ce qui fait vivre et grandir ce podcast indépendant. Et pour prolonger l'épisode, Céline partage en exclusivité dans notre prochaine newsletter Audace ses astuces concrètes concernant le time management, son organisation, ses priorités, son équilibre, etc. Tu peux t'y inscrire via le lien en description ou sur l'Instagram d'Audace, donc audace.podcast. Merci d'être là, merci de nous avoir écoutés et je vous dis, comme chaque semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode.